Alors, bonjour à tous. Je suis de retour ici avec Ken Clock. Nous discutions de la résolution des conflits dans le premier segment. Maintenant, je dois te demander, Ken, à propos de la médiation. Cette chaîne s'appelle Études de neutralité car elle se concentre là-dessus. Elle examine le rôle des neutres, que je comprends principalement dans le contexte des relations internationales. C'est là où les pays évitent la guerre et les conflits. Je m'intéresse à la façon dont cela affecte une constellation de conflits. Je vois ces pays comme faisant toujours partie de la constellation, même s'ils ne font pas partie du conflit. Je crois qu'un médiateur doit souvent endosser un certain rôle. Ce rôle est profondément enraciné dans le droit international et l'histoire de la neutralité. Un concept crucial ici est l'impartialité, ce qui signifie ne pas prendre parti. Vous êtes la personne qui a introduit le concept d'omnipartialité dans la médiation. Pourriez-vous expliquer ce qu'est l'omnipartialité? En quoi diffère-t-elle de l'impartialité? Et comment cela aide-t-il à résoudre les conflits? Yes. Thank you for that question. It's one that would take a great deal of time to explore fully. Oui, merci pour cette question. C'est une question qui nécessiterait beaucoup de temps pour être pleinement explorée, mais commençons ainsi. Les médiateurs se décrivent souvent comme neutres. D'autres les décrivent également de la même manière. Ce qu'ils veulent généralement dire par là, c'est que le médiateur n'est lié à aucun des deux côtés. Il n'a aucun intérêt dans le résultat ou à en tirer profit. Il n'est pas partial en faveur ou contre l'une des parties. Il n'a pas de relation familiale avec l'une ou l'autre partie. Cependant, si nous creusons un peu plus profondément, nous constatons que ce que les gens entendent vraiment par neutralité, c'est l'absence de partialité à leur encontre. Curieusement, la partialité envers l'autre partie ne semble pas être un problème. Now, bias against the other side isn't so problematic. And bias in favor of them isn't at all problematic because that just means it just validates the idea that I'm right. And so there's no problem with your... Avoir un parti pris en faveur de quelqu'un n'est pas du tout problématique car cela confirme simplement l'idée que j'ai raison. Par conséquent, il n'y a aucun problème à ce que vous soyez partial envers moi. Cependant, le problème se pose lorsque nous maintenons la neutralité dans des situations où la neutralité porte une implication cachée. Vous connaissez peut-être la célèbre déclaration de l'archevêque Desmond Tutu. Il a dit que si vous restez neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Il a également fait une autre déclaration que je trouve très perspicace. Il a dit que si un éléphant se tient sur la queue d'une souris, la souris n'appréciera pas votre neutralité. Par conséquent, nous devons examiner ce que signifie réellement la neutralité. Le premier point que nous devons souligner est que la neutralité est un pas en avant. So the first thing we need to say is that neutrality is a step forward from absolutist monarchies, dictatorships, autocracies. These are openly... Des monarchies absolues, des dictatures et des autocraties, ces systèmes sont ouvertement et sans honte biaisés en faveur des pouvoirs en place. Si vous êtes juge dans une dictature ou une autocratie et que vous ne favorisez pas les pouvoirs en place, vous serez écarté et remplacé par quelqu'un qui le fait. C'est simplement ainsi que fonctionnent ces systèmes. Par conséquent, la neutralité n'est pas une préoccupation dans ce que nous appelons les institutions et les systèmes basés sur le pouvoir dans la résolution des conflits. Cela inclut les couples, les familles, les lieux de travail, les gouvernements, les religions et les sociétés civiles. Dans ces contextes, la neutralité est souvent perçue comme de la déloyauté, de l'hérésie dans la religion, voire même de la trahison. La neutralité n'est pas non plus une préoccupation dans les processus basés sur les intérêts tels que le dialogue, la facilitation, la médiation et la justice réparatrice. And I'd like to explain a little bit why. But first, let's go back and say that neutrality is an issue really only in rights-based institutions like... J'aimerais expliquer pourquoi, mais d'abord, revenons sur le concept de neutralité.
La neutralité est principalement une question dans les institutions basées sur les droits comme les tribunaux de justice. Ici, elle est largement acceptée comme une condition préalable à tout résultat équitable. Pourquoi cela? Je pense que c'est parce que les droits agissent comme des restrictions sur l'utilisation du pouvoir. Ils fonctionnent dans un contexte d'inégalité pouvoir, richesse et statuts inégaux. Dans ce contexte, ces droits sont susceptibles des tentatives incessantes de personnes puissantes de déformer les systèmes à leur avantage. La question qui se pose alors est la suivante. Comment aborder ce problème? Je vais partager mon expérience personnelle. J'ai été juge pendant de nombreuses années. So the question then becomes, how do we handle this dilemma? And I'll just give you my personal experience. I spent many years as a judge. Pendant de nombreuses décennies, j'ai travaillé en tant qu'arbitre, ce qui est similaire à un juge informel. Lorsque j'agis en tant qu'arbitre ou juge, je remarque une différence en moi par rapport à quand je suis médiateur. Je maintiens une distance égale avec les deux parties impliquées. Je reste personnellement détaché, logique et émotionnellement indisponible. Je ne prends parti pour personne jusqu'au moment de la décision. À ce moment-là, je suis obligé de choisir un camp par rapport à l'autre. En raison de cette obligation, je dois rester neutre, ce qui signifie ne pas favoriser un camp. Je dois être impartial, c'est vrai, impartial et sans parti pris. Cependant, en médiation, j'ai la liberté de faire toutes ces choses car je n'ai pas le pouvoir de décider. Je peux être personnellement impliqué et connecté aux deux parties. Impartial, exactly right. Unbiased, impartial. In mediation, however, I am able to do all of these things because I have no power to decide. I can be personally present. I can be connected to both sides. I can appreciate what they're really going through. I can be emotionally available. And here's where the idea comes. Je peux comprendre ce qu'ils vivent vraiment. Je peux être émotionnellement présent. C'est là que le concept entre en jeu. Je peux être impartial, ou plutôt, omnipartial, ce qui signifie être juste envers tout le monde. Cependant, pour cela, je dois faire la distinction entre favoriser une personne et être également partial envers les deux. La deuxième chose que je dois faire est de me rappeler la déclaration de Roger Fisher et William Ury dans leur livre « Getting to Yes ». Ils conseillent de séparer la personne du problème. Soyez doux avec la personne et dur avec le problème. Cela signifie que soutenir les deux personnes ne signifie pas que je suis d'accord avec elles. Cela ne signifie pas que leurs suggestions sont correctes. It doesn't mean that what they're suggesting is true. It means that I am going to search for the human being and never lose sight of that human being in everything that I do. And I will make that human being central, not what they're advocating, not what their position is, but this gives me access to their underlying interests. Cela signifie que ma priorité sera l'individu, ne jamais le perdre de vue dans tout ce que je fais. Je donnerai la priorité à la personne, pas à son plaidoyer ou à sa position. Cette approche me permet de comprendre leurs intérêts sous-jacents. Elle me permet également de comprendre leur état émotionnel et de travailler à partir de là. Je peux les aider à passer d'un état de peur ou de colère à un état où ils reconnaissent ce qui les effraie ou les met en colère. Prenons la colère comme exemple, car tout le monde en conflit en fait l'expérience. De mes 4 décennies d'expérience en résolution de conflits, j'ai appris une vérité simple. Les gens ne se mettent pas en colère pour des choses qui ne leur importent pas. Par conséquent, toute colère est enracinée dans l'importance accordée à quelque chose. What are you mad about and what do you care about? Guess which one is going to be most successful? It's going to be the one about caring. So, in any zero-sum contest, Nous pouvons donc engager 2 types de conversations distincts. L'une peut porter sur ce qui vous met en colère, et l'autre peut porter sur ce qui vous importe. Pouvez-vous deviner laquelle est susceptible d'être plus réussie? C'est celle qui concerne ce qui vous tient à cœur. Dans toute situation où il y a un gagnant et un perdant clair, comme dans un litige ou un vote, la neutralité est cruciale pour éviter de favoriser injustement un camp par rapport à l'autre. Cependant, atteindre une neutralité absolue est impossible.
Cela est dû au fait que chacun naît avec certaines caractéristiques, telles que le sexe masculin ou féminin, la couleur de peau blanche ou noire, la richesse ou la pauvreté, et tout ce qui se trouve entre les deux. Les croyances religieuses jouent également un rôle, que vous soyez catholique, protestant ou que vous suiviez une autre foi. Si une décision impliquant une catholique pauvre, noire et femme est prise par un protestant riche, blanc et homme, il lui est impossible de comprendre pleinement sa perspective. Um, we say that what neutrality means is that you're not judging someone who's part of your family, but aren't all men family to one another on some level? Donc, à un niveau très subtil, nous disons que la neutralité signifie ne pas juger quelqu'un qui fait partie de votre famille. Mais chaque homme n'est-il pas une famille pour un autre à un certain niveau? Chaque femme, chaque catholique, chaque protestant, chaque personne riche, chaque personne pauvre, ils partagent tous un ensemble d'hypothèses culturelles. En tant que juge, je peux vous dire que c'est vraiment difficile de les mettre de côté. Mais si vous faites partie d'un processus non nul, vous êtes libre de devenir qui vous êtes. Vous évitez ce que la neutralité vise à éviter, c'est-à-dire un parti pris envers un côté. Cela ne se réalise pas en éliminant le concept de parti pris, ce qui est plus difficile, mais en étant également partial envers tout le monde. Biased for one side, not by canceling the idea of bias, which is more difficult, but by becoming equally biased for everyone. I find that hugely fascinating, you know. Je trouve cela incroyablement fascinant. Cette approche, dérivée du conflit et de l'analyse des conflits, est assez rare dans la littérature sur la neutralité et les relations internationales. Donc, ce que vous suggérez, c'est qu'elle expose parfaitement les fondements du problème philosophique sous-jacent au problème politique. J'insiste également souvent sur le fait que, dans un contexte politique, il est difficile de traiter avec des acteurs puissants et multidimensionnels. Il ne s'agit pas seulement de personnes individuelles, mais cela inclut l'ambassadeur, le président, le vice-président et le Parlement. Il devient vraiment difficile de déterminer qui prend les décisions. Dans ce contexte, l'un des défis de la neutralité est que la neutralité politique, dans un sens plus large, n'est jamais neutre en termes de résultats. Habituellement, l'une des deux parties doit bénéficier davantage du maintien de la neutralité. C'est généralement la partie la plus faible. La partie la plus faible a besoin de bénéficier davantage, tandis que la partie la plus forte bénéficierait davantage si elle choisissait un camp. Si vous pouviez les persuader, bien sûr. Je serais intéressé de savoir si vous avez des réflexions sur la façon dont l'omnipartialité peut affecter cette dynamique de pouvoir parmi les participants. Excellent question and really wonderful observation. I think you're quite right, absolutely right about how the present system. Excellente question et observation perspicace. Vous avez tout à fait raison sur le fonctionnement actuel du système. J'ai écrit un autre livre, que vous n'avez peut-être pas vu. Je serais ravi de vous envoyer une copie numérique si cela vous intéresse. Le livre s'intitule « Politique, dialogue et évolution de la démocratie ». La dernière partie, l'évolution de la démocratie, aborde la transition d'un système basé sur le pouvoir qui prétend seulement être démocratique, vers une démocratie représentative ou une démocratie parlementaire. Dans ce système, vous représentez un parti ou une faction, et ces factions doivent apprendre à coexister. A faction, and now these factions have to figure out how to get along with one another. But I can tell you that if you take those people and you put them into a small group, mais je peux vous assurer que si vous rassemblez ces individus en petits groupes, disons de 4 à 6 personnes, et que vous leur posez les bonnes questions, ils laisseront toutes leurs idées préconçues derrière eux. Par exemple, j'ai collaboré avec Mediator Beyond Borders. Nous avons organisé des dialogues à Athènes entre les citoyens grecs et les immigrants. Nous avons également travaillé avec des médiateurs grecs. Excusez-moi un instant, nous avons collaboré avec des médiateurs grecs. Désolé pour cela. Oui, nous avons travaillé en partenariat avec des médiateurs grecs pour les guider sur la manière de faciliter ces dialogues. Voici les 2 premières questions. Des dirigeants d'organisations investis dans ces résultats sont également présents. La première question est: we worked with Greek mediators to help them figure out how to conduct these dialogues. Here are the 2 opening questions. And in present are people who are heads of organizations. As-tu déjà été le nouveau dans ta vie, dans une famille, un quartier,
une école ou un lieu de travail? Tout le monde était déjà là depuis un moment. Peux-tu te rappeler ce qui s'est passé? Comment cela s'est-il ressenti? Comment as-tu été traité? Maintenant, considérons le deuxième scénario. As-tu déjà été dans une situation où tu étais dans une famille, une école, un quartier ou un lieu de travail depuis un moment? Puis, de nouvelles personnes arrivent et changent tout. Comment cela s'est-il ressenti? Comment as-tu été traité? Peux-tu partager ce qui s'est passé? À ce stade, nous ne discutons pas de l'immigration. Cependant, tout le monde a commencé à réaliser qu'il peut comprendre ce que cela fait d'être le nouveau. Ils comprennent également ce que cela fait d'être là depuis un moment et de tout voir changer. Une fois que nous comprenons ces sentiments, nous pouvons commencer à les aborder. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous devons également affronter les problèmes réels. And then we can start to work on it. But it's not just that simple. We then have to tackle the actual problems. Not you are the problem, but what are Le problème n'est pas vous, mais plutôt les problèmes que les deux parties reconnaissent comme légitimes. Ces problèmes nous empêchent de travailler ensemble pour les résoudre. Alors, quelles recommandations pouvons-nous faire ensemble, par consensus, à ceux qui détiennent le pouvoir? Permettez-moi de vous donner un autre exemple. J'ai facilité de nombreuses sessions de négociation collective entre le travail et la direction. Lors d'une session, je suis entré dans une salle avec une grande table autour de laquelle étaient assises environ 25 personnes. Les représentants du travail étaient d'un côté et la direction de l'autre. Avant de commencer, je suis allé à un tableau à feuilles mobiles à l'avant de la salle et j'ai dessiné une image de la table. J'ai marqué un côté avec des X et l'autre avec des O. Ensuite, je leur ai demandé: que se passera-t-il de manière prévisible et inévitable dans toute conversation qui a lieu autour d'une table comme celle-ci? Ils connaissaient tous la réponse. to any conversation that takes place around a table like this? They all know. They all knew. Tout le monde le savait. Ils ont exprimé leurs pensées et j'ai tracé une ligne au milieu pour illustrer la situation. J'ai schématisé tout le scénario. Ensuite, je leur ai demandé si c'était le genre de conversation qu'ils voulaient avoir entre eux. Ils ont répondu négativement. Je leur ai alors demandé de prendre leur chaise et de se déplacer vers un endroit dans la pièce. Ils devaient s'asseoir à côté de la personne avec qui ils avaient le plus besoin et envie de converser. L'atmosphère a changé instantanément. De telles transformations peuvent se produire rapidement. Le défi réside dans la transition vers une forme plus avancée de démocratie, une démocratie basée sur les intérêts. Ce type de démocratie permet l'existence de partis et de factions. Cependant, notre objectif principal est d'engager des discussions les uns avec les autres. Nous visons à poser des questions qui ne peuvent être répondues uniquement par une faction ou un parti. Je vous parle depuis la Suisse, où nous avons un système démocratique direct. Une caractéristique clé de ce système est le référendum, qui permet de prendre des décisions juridiquement contraignantes par le public. Ce système entraîne une constante réorganisation des factions du Parlement en fonction du sujet en cours. Cette réorganisation constante signifie qu'en Suisse, il n'y a pas d'opposition. Il n'est pas exact de parler d'une opposition car chacun des 5 ou 6 partis est toujours dans une situation de partage du pouvoir. Tout cela est dû à la structure de notre système. Yes, exactly. Here's a last example I'll give you. Oui, exactement. Je vais vous donner un dernier exemple. Pour ceux d'entre vous qui regardent ou écoutent ce podcast, je peux poser 3 types de questions. Le premier type de question pourrait être: qui est la personne la plus âgée de cet appel? Qui est la plus grande? Qui habite le plus près du centre-ville de Paris? Qui habite le plus loin? Remarquez qu'il n'y a qu'une seule réponse correcte pour chacune de ces questions. Le deuxième type de question pourrait être: quel âge avez-vous? Quelle est votre taille? Où habitez-vous? Pour ces questions, il y a une réponse unique et correcte pour chaque personne. Order of question 2. How old are you? How tall are you? Where do you live? And now there's a single correct answer for each person. Order of question number 3. What issues are you facing at whatever age you are at? La question numéro 3 est la suivante. Quels défis rencontrez-vous à votre âge actuel? Comment votre taille vous affecte-t-elle? Quels aspects de votre environnement de vie appréciez-vous?
Quels aspects de votre environnement de vie n'aimez-vous pas? Remarquez que chaque question passe de la puissance au droit, puis aux intérêts. Cependant, elles passent toutes de questions qui peuvent être répondues dans un système ou une structure organisationnelle, ou selon un ensemble de critères abstraits, à quelque chose de beaucoup plus captivant. N'est-il pas plus intriguant de découvrir les défis auxquels vous êtes confrontés à votre âge actuel? C'est le concept. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire et apprendre. Lorsque nous l'appliquons au niveau politique et le relions à la résolution de problèmes basés sur le consensus, cela devient incroyablement puissant. And when we do it on a political level and connect it to consensus-based problem solving, then we've got something really powerful. That is a wonderful way. C'est une excellente façon de conclure. Ken, j'aurai besoin de beaucoup plus de temps pour approfondir tes réflexions. J'espère que nous aurons une autre occasion de discuter car je crois que tu as une compréhension unique. Tu sais non seulement comment analyser les problèmes, mais aussi comment les résoudre. Ta démarche consiste à repenser les situations pour les améliorer. Ken, je te remercie de ton temps et je vais conclure notre discussion ici. Merci, Pascal. Je l'apprécie vraiment.